L'improvisation, c'est de ne pas prévoir. Et je trouve ça merveilleux. Le top de l'improvisation, c'est d'arriver au moment où l'impro démarre et on ne sait pas ce qui va se passer. Et la seule chose qu'on sait, c'est qui on est, notre personnage, ou son action et son objectif. C'est tout ce qu'on a en nous. Et après, ça va être que du partage. Perchissime, le magazine audio du Perche. Perchissime vous invite à prendre le temps de rencontrer des habitants du Perche qui, pour ce qu'ils sont ou par ce qu'ils font, contribuent à façonner le caractère et la vie du territoire. Vous les entendrez raconter leur histoire avec le Perche, recommander les lieux qu'ils préfèrent et se confier sur la façon dont ils font vivre la région. Vous y découvrirez des histoires de vie singulières, des talents insoupçonnés et des adresses méconnues. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue dans Perchissime. Si je vous dis théâtre d'improvisation, vous pensez peut-être bagou, stand-up et humour. Vous vous dites sans doute aussi que vous n'oseriez jamais vous lancer là-dedans. Dans cet épisode, je vous emmène à la découverte de cette étonnante discipline et vous allez vite comprendre qu'elle n'est pas forcément celle qu'on imagine. Yann Le Gall est un passionné de théâtre d'impro et partage sa passion à travers un atelier qu'il anime à la chapelle Montligeon. J'adore la façon dont il en parle dans cet épisode, on s'y croirait vraiment et j'espère sincèrement que les propos de Yann vous donneront envie de rejoindre son atelier. Pour commencer, découvrons l'histoire de mon invité avec le Perche. Je viens de la région parisienne, dans le 95, et en fait en 2007, grande décision de quitter la région parisienne. Et puis voilà, l'envie d'offrir à nos enfants la nature. Et puis c'était une région qui était à proximité de la région parisienne, qui nous permettait de ne pas trop décrocher d'un coup avec la famille qui y était. Amoureux de la nature et surtout amoureux des chevaux, donc on avait des chevaux et donc il nous fallait de l'espace. Et à l'époque, c'était abordable. On avait un bien, donc on a tout vendu, puis on a acheté ici. Et puis j'étais dans l'éducation nationale à l'époque, et puis malheureusement en achetant, je pensais avoir une mutation sur l'académie de Caen, mais malheureusement, comme j'étais dans l'enseignement technique, les postes étaient un peu chers, ou plutôt étaient très difficiles à avoir. J'avais un espoir, et puis avant d'acheter, je m'étais renseigné sur les postes sur Alençon, et il y avait des postes qui se libéraient, puis avec les nombres de points que j'avais accumulés sur la région parisienne, c'était des postes que je pouvais avoir, mais malheureusement, à la rentrée 2007-2008, il y a eu une réforme de l'enseignement technique. On est passé des bacs techniques traditionnels au bac STI, et là, il y a eu restriction des postes, et donc les postes qui m'étaient offerts étaient fermés. Donc, possibilité d'aller sur l'académie de Caen. Donc, j'ai conservé mon poste à Sarcelles, dans le 95, et ça a duré 10 ans. Donc je partais 2 voire 3 jours maximum, et puis je revenais après, quoi. En parallèle, j'avais toujours mon amour du théâtre, parce que j'ai mené 2 vies, l'enseignement et le théâtre. Donc j'avais une compagnie théâtrale là-bas que j'avais à Presles, les Têtards Râleurs, dans l'improvisation théâtrale. Et ce qui fait que ça me permettait de continuer l'atelier, enseigner, et puis revenir à la campagne, me ressourcer pendant 4 jours. Et donc ça a fait ça pendant 10 ans. J'ai monté un atelier d'improvisation théâtrale en 2010 sur Longny au Perche, qui a duré 2 ans. On a fait venir même l'équipe championne du monde, puisque en fait dans mon parcours théâtral, j'ai eu la chance de rencontrer des gens de la LIFI, la Ligue d'improvisation de l'Île-de-France, une des plus connues, puisque c'est elle qui a amené le théâtre d'impro dans les années 90 sur Paris. Et j'ai rencontré des gens merveilleux et qui avaient formé une équipe qui s'appelait les Globetrotters, et qui venaient gracieusement, et ils sont venus à Longny au Perche. Wow.
Et donc je faisais une joie de les accueillir et surtout de faire découvrir l'improvisation théâtrale dans le Perche. Donc ça c'était en 2012. Et j'avais fait un article sur Ouest France, le Perche, et j'ai eu 20 personnes. Et donc ça a été une grande déception. J'ai eu du mal à m'en remettre quand même. Et puis bon, j'ai continué quand même. Et puis bon, les choses ont fait que ça s'est modifié un peu. J'étais à l'époque plutôt président de la MJC de Longny au Perche. Je m'étais un peu engagé dans plein de choses. Et bon, ça n'aboutissait pas. Voilà. Sans aucune critique vis-à-vis des instances qui étaient municipales, plutôt communauté de communes. Il y avait un blocage au niveau de la culture, au niveau de ce qu'on pouvait présenter. Il y avait, je me heurtais à la fameuse phrase qui casse bien les pattes, c'est on a toujours fait comme ça. Moi, j'ai toujours été amoureux de cette région, au niveau de la nature, au niveau du cadre de vie. C'est exceptionnel, il y a des gens merveilleux ici, il y a une nature exceptionnelle. Et moi, j'y étais très attaché. Et en fait, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que j'ai perdu ma mère. L'équipe pédagogique qui était à Sarcelles s'est déstructurée donc en 2015. J'ai perdu ma mère à la même époque, qui habitait dans la région parisienne. Donc le fait de faire les allers-retours sur Sarcelles n'avait plus de signification pour moi. Et je me suis dit, bah tiens, c'est le moment de... Voilà. Et puis donc... on a décidé avec ma petite famille de partir de cette région et d'aller dans le sud. Donc 2016, j'ai eu ma mutation sur l'Académie de Nice, au lycée de l'Orgue. Et en fait, ça a été une super expérience parce que là-bas, tout a explosé en fait. Explosé professionnellement, c'est que j'ai fait un burn-out. Et parce que j'avais accumulé 30 années de ZEP à Sarcelles avec un public très délicat, passionnant à s'occuper, mais qui puise de l'énergie. Et puis là-bas, il y a eu un déclic, quoi. Donc un burn-out, une séparation, un divorce, bref, une explosion affective. Et puis donc, plus le désir d'y rester. Donc, je suis remonté dans la région parce que mon ex, la mère de mes enfants, est remontée ici avec ma fille, donc je voyais plus personne. J'étais isolé là-bas. Donc, avec le burn-out, ça m'a permis de remonter parce que j'étais en arrêt. Ça m'a permis de remonter ici, de comprendre ce qui m'arrivait en allant voir des psychiatres et tout ça. Et depuis 2019, l'éducation nationale est loin derrière. Ils ont reconnu que j'avais assez donné, que j'avais rempli mon job et qu'ils me laissaient ma liberté, avant l'heure, c'est-à-dire avant l'âge légal de la retraite. Et donc je les remercie d'avoir reconnu tout ce que je leur ai donné. Et donc là, depuis maintenant 2-3 ans, cette région, je m'y suis réinstallé autrement. Et maintenant, je m'ouvre totalement à l'improvisation théâtrale, la musique, la peinture. Moi, j'ai toujours été attiré par le théâtre. Malheureusement, moi, je suis de la version plutôt de la génération 64. J'étais dyslexique, non reconnu, et moi, j'étais amoureux du théâtre. J'étais amoureux. Je crois que j'ai toujours eu ça en moi. Malheureusement, dans mes études, étant donné qu'à l'époque, j'étais mauvais en français avec ma dyslexie, avec les prises de notes, des difficultés, donc très bon en maths, très bon en physique, et puis en France,
Malheureusement, ça n'a pas changé. Hein. À partir du moment où vous êtes dyslexique, où vous êtes, je dirais, hyperactif, que vous avez des problèmes comportementaux, que d'une certaine manière vous n'êtes pas dans le moule, on vous oriente en technique. Et la technique, à l'époque, moi c'était la seconde T1, maintenant c'est les bacs STI. Alors quand je dis technique, c'est là que c'est important de comprendre. Hein. Quand on parle de technique, on parle toujours où les gens dans leur tête c'est BEP, CAP, bac pro. Non, il y a des filières, et ça je profite de ce micro pour le dire, il y a des filières techniques bac, et non pas bac pro, hein, bac STI, qui sont d'une excellente qualité, qui sont très mal vus parce que voilà, en France ça a toujours été ce problème-là, le technique c'est très mal vu, et puis c'est vrai que ça devient une poubelle, alors que c'est une formation extraordinaire. Moi j'y ai enseigné pendant 30 ans, je peux vous dire que 80% des jeunes qui y sont passés ont eu tous un boulot, c'est des filières extraordinaires. Bon. Et donc personnellement j'ai été orienté là-dedans. En fait j'ai mené 2 vies. Moi, j'ai eu un diplôme d'ingénieur, puis des expériences professionnelles, mais je menais toujours une vie parallèle. J'ai fait le conservatoire d'Argenteuil, et donc après j'ai fait une école d'ingénieur et j'ai travaillé un peu dans l'industrie, puis ça ne m'allait pas. Voilà. Et j'ai découvert l'enseignement par accident. J'ai adoré l'enseignement parce que en fait c'était un métier qui liait mes connaissances techniques et mon amour du théâtre, parce que je suis désolé, un enseignant, s'il veut pas, s'il veut faire vivre la connaissance qu'il a à en transmettre, s'il la fait pas rayonner, s'il la fait pas vibrer en lui, il n'y a pas de spectateur. Donc moi, j'y trouvais mon compte. En parallèle, je continuais cette aventure dans le théâtre. J'ai fait donc différents stages de formation, et puis un jour la LIFI, la Ligue d'improvisation de l'Île-de-France, proposait des stages, et là je découvre le théâtre d'improvisation. Alors l'histoire elle est la suivante. Alors je me rappelle plus des noms, mais au Québec c'était donc en 84 je crois. Les théâtres étaient désertés par le fait que les gens allaient au hockey sur glace. Alors je sais pas si l'histoire est juste, mais bon, moi c'est ce qu'on m'a donné comme information à l'époque. Et puis il y a des gars qui passionnés de théâtre qui se sont dit mais pourquoi on reprendrait pas le décor du hockey et que on y mette le théâtre. Donc ils sont partis à faire un espace de jeu qui fait 5 mètres sur 5 mètres, qui est comme une patinoire de hockey. Chaque équipe c'est 6, donc 3 filles, 3 garçons avec des maillots de hockeyeurs. Là-dessus, il y a un arbitre principal, plus 2 arbitres assistants, habillés comme des arbitres de hockey sur glace, et un maître de cérémonie, qui lui orchestre un peu les choses, et puis ils ont rajouté l'aspect musical, et ils se sont dit, on va faire des joutes, on va opposer ces 2 équipes, et donc, alors, il y a 2 formules, pour faire très court, il y a soit on fait sur un thème donné, une improvisation libre, donc on la fait comme on veut, mixte ou comparée. Alors ça veut dire mixte, on commence, les 2 équipes vont jouer en même temps, donc un joueur par équipe, en règle générale on commence comme ça, hein. Chaque équipe met un joueur et l'histoire commence, puis après, libre aux équipes de ramener d'autres joueurs, tout ça, bon bref, sur une durée limitée. Et vient ensuite libre, alors on l'a fait comme on veut, mais après ils ont rajouté des catégories. Alors des catégories sans parole par exemple, ça va être chanté, puis après ils ont mis des catégories, alors bon, ça va être roman photo, comme un roman photo, ça va être à la manière d'un Molière, à la manière d'un Shakespeare, et puis bon, il y a une liste de au moins 200 catégories qui se sont, mis en place, et là ça a fait un tabac pas possible au Québec. Ça s'est incrusté dans les universités, dans les lycées, dans les collèges, et là est né ce qu'on appelle les ligues d'improvisation théâtrale. Et après, ça s'est installé un peu en France, donc à partir des années 90. Alors la notion de ligue a complètement disparu. Maintenant, les ligues en France, ça n'existe pas, ce sont des équipes. J'ai monté mon équipe, après les Tétères Râleurs.
que je commence à la Chapelle-Montligeon, ça fait maintenant 2 ans. Bon, le Covid nous a cassé un peu les pattes. Donc là, c'est une équipe nouvelle, ça fait 2 ans, ça prend du temps. Là, on est 7, j'espère qu'il y a d'autres personnes qui viendront se rajouter à cette petite équipe. À peu près, il faut 2-3 ans pour former une équipe, pour vraiment être à l'aise, parce que un match, c'est quand même, faut être préparé. Et l'atelier est fait pour ça. Hein. L'improvisation, c'est pas quelque chose qui est inné déjà. Et on en a une fausse opinion. C'est pas la tchatch, c'est pas du one man show. On travaille le corps, on travaille l'imaginaire, la créativité, l'écoute, le partage. C'est vraiment une discipline qui est merveilleuse. Qu'est-ce qui a fait que je plonge dedans? C'est déjà le format. Et puis découvrir ce que c'est l'improvisation. L'improvisation, c'est de ne pas prévoir. Et je trouve ça merveilleux. Le top de l'improvisation, c'est d'arriver au moment où l'impro démarre et on ne sait pas ce qui va se passer. Et la seule chose qu'on sait, c'est qui on est, notre personnage, ou son action et son objectif. C'est tout ce qu'on a en nous. Et après, ça va être que du partage. Ça va être que de l'écoute. Ça va être que de l'étonnement. Ça va être que on va se tromper et on s'aperçoit que dans cette discipline, dans cet art, moi j'appelle ça de l'art, il faut se tromper. Si on ne se trompe pas, il se passe rien. Et je trouve que c'est génial, comme je dis aux gens avec qui je suis dans les ateliers, trompez-vous, acceptez de vous tromper. C'est quoi de se tromper? C'est déraper? Eh ben on va jouer avec. Je bégaye, eh ben j'ai loupé un mot, eh ben on va jouer avec. Je sais pas quoi dire, eh ben on va jouer avec. Et en fin de compte, on s'aperçoit que exister, c'est pas parler. Même si je le fais depuis tout à l'heure. C'est ce qu'on te demande en même temps. Mais on me le demande. Mais c'est le corps. Le corps, il exprime tout. La volonté, l'expression au niveau du visage. Oui, le corps. Et puis l'intention qu'on a. Quand on a le corps, l'intention, la parole, elle vient derrière. Puis vous regardez, puis même j'invente rien, attention, hein. Moi j'ai puisé ça de toutes les techniques que j'ai découvert avec l'école Blanche Salan Paul Weber, les stages de clown que j'ai fait, dans l'acteur studio, la méthode Stanislavski. Je veux dire, moi j'en ai fait un amalgame, je veux dire, pour pouvoir, je dirais, comprendre, parce que tous ces enseignements reviennent au même truc, c'est les mêmes fondements, c'est le corps d'abord. Il y a beaucoup de gens qui me disent ah non mais moi le théâtre d'impro j'irai pas parce que moi j'ai pas de bagou. Mais ils se trompent ces gens-là. Ils se trompent. C'est pas le bagou. Le bagou oui, il en faut mais c'est pas le but. Moi j'ai des joueurs qui ont pas du tout de bagou. Je peux te dire que quand on les voit bouger, c'est tout un personnage. Et ils parlent très peu, mais ils envoient du lourd. Et moi, comme je leur dis au début de l'atelier, moi, mon rôle, c'est de casser l'ego. L'ego, c'est se montrer. Et comme je leur dis, les gens, en improvisation théâtrale, ils viennent pas vous voir jouer. Ils viennent jouer avec vous. Et ça change tout. Et comme je leur dis, quand on fait, par exemple, le démarrage d'une improvisation théâtrale, c'est improvisation ayant pour thème interview à la maison. Catégorie. Alors, on donne la catégorie libre, sans parole, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nombre de joueurs par équipe. Et durée, tant de temps. Alors, comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'on va dire improvisation durée 4 minutes qu'il faut rester sur scène 4 minutes. C'est une histoire qui va durer 4 minutes et on va la construire ensemble. Et il y a un temps de préparation? 20 secondes. 20 secondes? Mais ce n'est pas de la préparation. La préparation, elle se fait à l'atelier. D'accord. C'est-à-dire que on va démarrer une impro et c'est ça, faut arriver à cet objectif-là. Bon, le cerveau, il prend le dessus. Même moi, après 30 années, quand on me donne un thème, je visualise des choses. Ouais. Mais en fait, faut supprimer ça et de se dire qui je suis, quel est mon personnage. Parce que à l'atelier, on travaille des personnages. Parce qu'il est hors de question de rentrer dans l'espace en étant soi. Là, par contre, vous vous mettez en danger. L'improvisation théâtrale, c'est de prendre des risques, pas de se mettre en danger. On va prendre des risques. C'est ça qui est génial. Et le public va le sentir qu'on prend des risques. Et il va se dire, comment ils vont s'en sortir? Et c'est ça.
c'est ça, ils viennent jouer avec nous. Ils viennent partager ce risque avec nous. D'accord? Donc, on démarre en disant qui je suis, mon personnage. Donc, ces personnages-là, on les a travaillés en atelier. Mon action. Je vais me mettre en action. Je vais faire le mec qui est en train de bêcher, je vais laver des vitres. Et quel est mon objectif par rapport au thème? Et dans quel lieu? Voilà, on part qu'avec ça. Le caucus de 20 secondes, c'est qui y va, qui t'es, action, objectif, lieu. Et chacun démarre avec ça. Ce qui fait qu'on ne prévoit rien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans les premières secondes? On va présenter le lieu, le personnage, en action. Pas parler. On le met en action, il lave une vitre. Il a un objectif. C'est se libérer, par exemple, d'une angoisse. Faut qu'il parle à quelqu'un parce que sa femme vient de le quitter. Voilà, il part qu'avec ça. L'autre en face part lui aussi normalement avec un personnage qui n'a rien à voir. Et peut-être, et c'est là que ça va être magique, parce que l'un et l'autre vont s'observer. On donne, on reçoit et on compose. Et c'est ça qui est merveilleux. Alors c'est pour ça que c'est dangereux de prévoir. Parce que si vous prévoyez l'histoire de ce gars qui lave les vitres et que ensuite il va se jeter par la... Vous êtes plus à l'écoute de l'autre. C'est fini. Vous vous coupez de lui. Et c'est le fameux « je vous suis, suis-moi ». Non, l'autre va proposer. Alors l'autre, il va arriver, par exemple, je sais pas, avec une caisse à outils et il va commencer à bricoler un truc dans le truc. Donc déjà, le lieu, il est commun. Il y en a un qui bricole, il y en a un qui lave les vitres. Tac, on va partir sur autre chose. Ah ouais, bah t'es en retard, toi. Bah dis donc, tu viens pour la plomberie? Tac, proposition. L'autre va répondre. Ah ouais, mais toi, t'es vite, là, ça fait 2 jours que fallait que ça soit nettoyé, t'es vachement en retard, dis donc. Tu devais pas venir hier, là? Il y a eu personne hier. Et là, on commence. Ouais, mais cet appartement, on va jamais le terminer, hein. Et voilà, on a installé le lieu. Et chaque joueur ignore ce que l'autre est. Oui, mais il va deviner. Si on est dans l'écoute de l'autre, et on est dans le partage, c'est là que la magie et l'alchimie se fait. Si vous êtes dans votre truc, le plombier qui vient réparer un truc, par exemple, le thème, c'est tout est bouché, par exemple. Ouais. L'équipe, il fait le plombier, dans la tuyauterie. Il voit pas le vitrier, qui lui a autre chose à proposer. Donc, d'une certaine manière, c'est ce partage. Et souvent, c'est la peur du partage. C'est que les gens s'ancrent dans leur truc en disant, ça c'est du sûr, je sais jouer ça. Mais non, faut s'ouvrir à l'autre, parce que l'autre va, donner un petit truc. Ça va faire réagir. Et puis, et c'est ça l'intérêt de l'atelier d'improvisation théâtrale, c'est que toutes ces choses-là, on les travaille. On éveille ça. On fait plein d'exercices pour éveiller l'interaction. Et de s'ouvrir à tout ça. Attention, un match, on y va, on est préparé pour. Hein. Attention, encore une fois, dans le terme improvisation théâtrale, on a l'impression que tout se construit sur l'instant présent. Oui et non. Parce que en amont, ça se travaille. Oui, on fait pas n'importe quoi. On fait pas n'importe quoi. Et c'est pour ça que dans un match d'improvisation théâtrale, il y a un arbitre. Et il y a 12 fautes possibles. Là, on prend notre exemple. Le vitrier et le plombier. Le vitrier fait une proposition. Le plombier continue, lui, avec ses tuyaux. Eh ben, le plombier, le joueur du plombier, va se prendre une faute, ce qu'on appelle, alors c'est visuel parce que c'est la main devant la tête, ça s'appelle refus de personnage. Donc ça veut dire il refuse l'interaction. Il refuse, c'est voilà. Ça, d'accord. Il refuse la proposition du vitrier et il continue son truc. Ou par exemple, le plombier, ou plutôt le joueur de l'équipe adverse arrive et dit « Ah, salut Polo, qu'est-ce que tu dis ?» Là, il habille le gars déjà. Là, on appelle ça rudesse. D'accord. Que le gars, il arrive, il habille déjà, sans connaître la proposition de la personne en face, il l'appelle Paul, et ce qu'on appelle, il l'habille déjà. Alors que l'autre, il n'a rien dit. Donc lui, il va se prendre une faute de rudesse. Super technique, quand même. Ah bah oui, mais tout s'apprend. Ouais. Mais ça, en fait, les fautes, c'est de la logique. Parce que si on est dans le partage et l'écoute, on les fait pas, ces fautes-là. Le format du spectacle, c'est 2 équipes qui s'affrontent avec des arbitres, le MC, des musiciens. Bon, ça, c'est le spectacle qu'on propose aux spectateurs. Et le spectateur, lui,
il est là pour voter à la fin de chaque improvisation. Il a un carton et il va voter pour telle ou telle équipe. Bon. Donc, ce format, il est pour le spectateur. Alors que derrière les coulisses, il n'y a pas 2 équipes. Il n'y en a qu'une. Et on joue ensemble. Une improvisation, c'est à la limite, allez, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs maximum. Parce que après c'est le bordel. Ouais. Parce qu'il faut gérer. Hein. Donc, on fait vraiment du 3, maximum 4, et on prépare les sorties. Ou alors, c'est ce qu'on travaille en atelier, en fait, des personnages qui passent, qui font partie du décor. Par exemple, si tu veux, par exemple, faire une ambiance quelle gare, par exemple, bon, tu vas avoir des personnages qui vont être dans le décor de ce que toi tu veux mettre. Donc, ça va être des petits personnages qui vont être derrière, qui vont passer, qui vont revenir, alors que l'histoire, elle se déroule en avant-scène. Okay. Parce que en fait, t'as plein de possibilités. Oui. Par exemple, quand tu fais un Shakespeare, tu mets du décor. Ouais. Tu vas mettre des gardes, tu vas mettre des trucs. Bon, les gars, ils ont un jeu de présence. Ouais. Il y a une catégorie qui s'appelle Péplum. Alors ça, c'est un truc. Tu mets des décors partout. Tu même quand t'as quelqu'un de qualité, tu fais des statues avec les lions. Je veux dire, donc en fait, c'est là que tu vois que t'as une palette d'expressions qui ne sont pas forcément dans ce que pensent les gens, c'est le théâtre, c'est de la tchatch. Non, c'est du rêve. Alors après, t'as la formule cabaret. Ouais. Alors cabaret, t'as pas 2 équipes, t'en as qu'une. Les thèmes, c'est le public. Waouh. C'est le public qui détermine le thème et l'équipe. Alors normalement, les formats, c'est 4... ça dépend de l'espace, c'est 4 ou ça peut aller jusqu'à 6 joueurs. Il n'y a pas d'arbitre. Il y a un petit intermède musical, mais entre les thèmes, mais sinon voilà, il n'y a pas de patinoire. Donc là, tu peux le jouer ce format-là n'importe où, dans les cafés. Ouais, bien sûr. Mon petit rêve, c'est les impostures. C'est-à-dire que tu crées des situations improvisées dans des lieux sérieux, par exemple dans une brocante, dans une association, où tu crées une situation... dans une assemblée générale. Une assemblée générale, tu interviens comme un chercheur fou, des propositions. Et les gens, ils savent pas si c'est du lard ou du cochon. Quoi. Donc là, moi, j'attends d'avoir une petite troupe affûtée, et j'ai envie de proposer ça aux communes. Quoi. Excellent. Une impro réussie, c'est quoi, alors? Quand ça marche bien, il se passe quoi? Ah, une impro réussie, ça c'est une très bonne question. C'est la banane dans la tête des gens. Et quand tu rentres à ton banc, tu te dis, elle était belle cette histoire. Et que tu sens que t'as transporté les gens avec toi. Ça se sent à l'applaudissement, ça se sent... Et en fait, tu sens dans toute l'histoire qu'il n'y a eu aucune tension. Ça m'est arrivé plusieurs fois, mais c'est des instants... pour moi, c'est des instants suspendus, quoi. C'était une improvisation, c'était contre l'équipe, c'était une équipe de Pontoise, je crois. Et on est parti sur le théâtre, la catégorie était théâtre absurde. Où en fait, c'est un théâtre complètement déjanté, quoi. Il pleut des clous. En fait, tu t'aperçois que tout est possible. Et c'est vrai qu'on était super connectés avec l'autre équipe. Et on est parti sur un délire. J'ai pas senti le début. J'ai pas senti la fin. Et en fin de compte, il y avait une connexion pas possible. À chaque proposition, on rebondissait. En fait, tu ressens, t'as l'impression que t'es ailleurs, quoi. Que tu vis un rêve. Il y a aucune tension. Tu fais une proposition, l'autre il rebondit tout de suite. T'as un qui arrive derrière toi. Tu sais qu'il arrive derrière toi, tu sais qu'il va faire... Tu devances les choses. Je sais pas comment expliquer ça. Tu devances les choses. C'est-à-dire que tu sais instinctivement ce qui va se passer. Et puis le rythme, il y avait tout. Et même à la fin de l'impro, on s'est regardé, on s'est demandé ce qui s'était passé. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça, pour moi, c'est des instants magiques. Et c'est ces instants-là que je veux continuer à vivre. Moi, ça m'arrive dans l'atelier que je fais. Il y a des improvisations où, pareil, tu sens que il y a une synchronisation, il y a une alchimie qui se fait, il y a une écoute, il y a un partage qui s'est fait sur 3-4 minutes et tu te dis, waouh, qu'est-ce qu'on vient de faire là? Moi, pour l'instant, c'est un atelier, on s'éclate. On prend du bon temps.
Plus beau cadeau, c'est Vincent là qui vient d'arriver et il me dit tu sais hein, j'étais crevé ce soir, je te jure je suis venu parce que vraiment je trouve ça sympa l'atelier mais j'étais crevé, je me suis dit je vais pas tenir. Et il me dit oh là là, j'ai pas vu le temps passer, là j'ai une super pêche, on a passé un bon moment. Là, c'est un cadeau merveilleux. Ce que j'adore, c'est prendre quelqu'un qui est dans un état d'expression où on sent qu'il y a des verrous ou un manque de confiance, parce qu'on l'a tous ce manque de confiance, hein. Et d'avoir la joie et puis même d'avoir la possibilité de lui indiquer la route et le chemin pour qu'il se surprenne et s'aperçoive que en fait il n'a pas de barrière. Et quand tu vois la personne qui se libère de tout ça, qui s'étonne, qui se découvre, qui se surprend. Moi, j'ai eu des gens, et c'est vraiment un plaisir immense, c'est qu'ils viennent faire des personnages, mais même moi, je pensais pas qu'il allait pouvoir le faire. Et ouais, tu reconnais plus la personne. Parce que t'as appuyé sur un petit bouton, parce que, encore une fois, c'est la même chose. Moi, ce qui m'anime, alors c'est peut-être très prétentieux ce que je vais dire, mais pourquoi pas. C'est pas un hasard si j'étais enseignant, c'est pas un hasard. Moi, j'aime bien le côté pédagogue. Pédagogue, c'était l'esclave qui menait l'élève au savant. Voilà. Et moi, j'aime ça. J'aime bien prendre la main aux gens. C'est pas moi qui ai le savoir, je m'en fous. Mais je pense, avec l'expérience que j'ai, puis tout le savoir que j'ai, je pense pouvoir indiquer aux gens le bon chemin pour pouvoir atteindre, je dirais, certaines choses. C'est à la fois de l'expérience, c'est aussi mon côté très humain. J'ai une sensibilité qui me permet de m'ouvrir aux gens et de sentir un peu ce qu'ils ont au fond d'eux et leurs problématiques. Je suis pas thérapeute, je suis pas psychologue, je m'interdis d'être ça, mais dans le désir de rêver, dans le désir d'être dans la créativité, dans le désir de se surprendre. Ouais, je pense que je me trompe pas quand je dirige les gens et le retour que j'ai par rapport à ceux qui ont fait des ateliers avec moi, j'ai ce retour-là. C'est ouais, tu m'as ouvert des portes. Pour moi, c'est d'être dans le plaisir. Moi, je veux qu'on prenne des risques, mais jamais de se mettre en danger. Et c'est là que quand tu vois que ça éclot, que la personne commence alors l'image, ouais, à faire pousser des fleurs, à faire pousser son imagination, à se surprendre, à se regarder à la fin de l'impro, genre, qu'est-ce que je viens de faire? Bon, là, tu te dis, c'est merveilleux voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter maintenant, avec tout ça, maintenant que tu m'as dit tout ça? Ah bah là, oui, tu peux me souhaiter de rassembler autour de ce projet que je propose des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de se surprendre. Je crois en ce que je fais et ce que tu pourrais me souhaiter, c'est que des gens souhaitent aller dans la même direction et qu'on puisse offrir aux spectateurs ici de beaux spectacles, qu'on puisse participer à des beaux projets artistiques et puis théâtraux et autres, puisque l'improvisation peut s'exprimer sur différentes manières. C'est pour ça que j'ai appelé ça art impro, parce que c'est l'art de l'improvisation qui peut s'exprimer de différentes manières. Donc ce que tu peux me souhaiter, c'est qu'il y ait des gens qui rejoignent un peu ce projet-là et que ça prenne de l'ampleur. Merci Yann. Je te remercie beaucoup Amélie. Cet épisode touche à sa fin. Les ateliers d'improvisation théâtrale de Yann ont lieu tous les jeudis de 20h à 22h à la salle polyvalente de la chapelle Montligeon. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page Facebook Art Impro ou contacter Yann au 06 74 53 11 09. Si vous aimez Perchissime,
invitez le monde entier à s'y abonner en allant sur perchissime.fr et suivez son actualité sur Instagram ou sur Facebook. Merci pour votre écoute et à très bientôt.